Nous sommes heureux de vous avoir à nouveau avec nous pour collaborer en fait sur les vidéos pour Écoéthique. Je vais vous laisser vous présenter. Donc bonjour à tous, je m'appelle Anne-Julie Faté, je suis biologiste au sein du Centre d'assistance médicale à la procréation de la Polyclinique Majorelle à Nancy. Alors, nous vous avons invité pour parler de l'AMP. Alors, vous vouliez insister sur le fait que vous aimiez bien qu'on dise AMP, non pas PMA. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Donc, PMA, c'est vraiment procréation médicalement assistée. Et c'est un terme en fait qui insiste vraiment sur l'aspect purement procréatif. Et dans le domaine, effectivement, on préfère parler d'assistance médicale à la procréation pour insister plus sur la prise en charge globale du couple, une prise en charge médicale dans un but effectivement de pallier un problème de fertilité. Mais c'est vraiment une prise en charge qui est très globale et pas uniquement procréative. D'accord, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous contextualiser un petit peu l'AMP justement? De quand date l'AMP en France? Et qu'est-ce que c'est aussi que l'AMP? Alors, l'AMP, c'est un axe qui est très connu. Tout d'abord, c'est pour pallier à une infertilité, pour des couples ou des femmes qui ont un projet parental. Et donc, ça regroupe toutes les techniques qu'on connaît plutôt assez bien. Donc, l'insémination intra-utérine, la FIV ou l'accueil d'embryons. Mais on a également dans l'AMP un versant qui est un petit peu moins connu, qui comprend tout ce qui est préservation de la fertilité. C'est-à-dire pour des patients qui risquent d'avoir une fertilité qui est prématurément altérée. Par exemple, s'il va y avoir une instauration de chimiothérapie, on va proposer à ces patients de préserver leur fertilité et donc on va leur proposer de congeler des gamètes, donc des spermatozoïdes ou des ovocytes, mais également en fonction du contexte, des tissus, comme des bouts d'ovaires ou de testicules. Donc ça, c'est quelque chose qui est moins connu. Et donc l'AMP, par le fait, regroupe également toutes les techniques qui ont pour but de conserver justement ces embryons, ces gamètes ou les tissus qui ont été congelés. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'histoire de l'AMP? Oui, donc tout d'abord, la différence, ce qui est très connu en AMP, c'est insémination ou FIV. Donc l'insémination, à quoi ça sert? Donc en fait, c'est une sorte d'optimisation de la fertilité spontanée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anomalie particulière chez la femme ou chez l'homme. Il y a juste une infertilité qui est dite inexpliquée et donc on va un petit peu booster cette fertilité en donnant des traitements hormonaux pour contrôler un petit peu l'ovulation chez la femme. Et après recueil de sperme, on va préparer les spermatozoïdes pour sélectionner en fait les spermatozoïdes qui sont les plus mobiles. Et donc, ces spermatozoïdes vont ensuite être remis au fond de l'utérus, donc de la femme. Et la fécondation se fait au niveau de la trompe, donc dans le corps de la femme. C'est ce qu'on appelle in vivo, par opposition donc justement à la fécondation in vitro. Donc, c'est une technique qui est indiquée pour plusieurs choses. Quand on a par exemple justement des échecs d'insémination, donc on va passer en fécondation in vitro. Si la patiente n'a pas de trompe, donc là les spermatozoïdes ne peuvent pas accéder à l'ovocyte, donc forcément ça ne peut pas fonctionner. Ou quand on a des paramètres spermatiques qui sont altérés. Dans ce cas-là, on va faire de la FIV. Et donc ça consiste à récupérer à l'extérieur du corps humain, donc d'une part les ovocytes, après stimulation ovarienne. Donc là, on va essayer de récupérer entre 10 et 15 ovocytes, généralement, on aime bien. Et d'un autre côté, on va récupérer donc toujours les spermatozoïdes qu'on va préparer de la même manière. Et là, la fécondation ne va pas se faire dans le corps de la femme, mais il va se faire au laboratoire, soit par technique de FIV classique, quand on a des paramètres spermatiques qui sont bons. Donc là, on va mettre plusieurs spermatozoïdes, donc des dizaines de milliers autour des ovocytes, et on va laisser la fécondation se faire naturellement. Si en revanche, on a des paramètres spermatiques qui sont altérés, on va indiquer plus ce qu'on appelle une FIV ICSI, qui sert en fait à aider les spermatozoïdes à féconder l'ovocyte, donc en les mettant directement à l'intérieur. Donc on va prendre un spermatozoïde qu'on va injecter à l'intérieur de chaque ovocyte mature. Ensuite, les embryons se développent au laboratoire entre 2 et 6 jours, ça dépend de la politique du centre, et on va transférer 1 ou 2 embryons
dans l'utérus de la patiente pour qu'ensuite il puisse s'implanter et donner une grossesse. Et les embryons surnuméraires, du coup, pourront être congelés. D'accord, très Voilà. bien. Alors, oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Du coup, j'enchaîne pour tout ce qui est histoire de l'AMP. Donc, l'AMP, pour tout ce qui est insémination, c'est pas récent, hein. Les premières inséminations étaient décrites en 1790. Donc, ça fait déjà très longtemps que les hommes ont eu l'idée justement de déposer le sperme au plus près de l'ovocyte pour justement optimiser la fertilité. En revanche, pour tout ce qui est fécondation in vitro, c'est beaucoup plus récent. Les premiers travaux sur la FIV ont été faits en 1960, donc au Royaume-Uni, où en fait les chercheurs récupéraient ovocytes et spermatozoïdes, les mettaient en contact et essayaient justement d'obtenir des embryons et ensuite retransférer ces embryons dans l'utérus. Donc ça, c'était tout ce qui était développement de la FIV classique. Donc les travaux, c'était pendant les années 60, mais la première naissance a été obtenue en juillet 1978, donc avec Louise Brown, qui est mondialement connue comme étant le premier bébé éprouvette au monde. En France, c'était un petit peu plus tardif, puisqu'on a obtenu la première naissance en 1982. Donc, c'est Amandine qui est née après fécondation in vitro qui a eu lieu à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart avec René Friedman qui était le gynécologue à l'époque et Jacques Testard, le biologiste. Donc ça, c'est tout ce qui est fécondation in vitro classique. Mais qu'en est-il justement quand les paramètres spermatiques sont trop altérés pour pouvoir faire cette méthode? Donc c'est ce que se sont demandé les chercheurs. Et donc ils ont commencé à faire des travaux dans les années 90, donc notamment en Belgique, où ils se sont dit on va approcher au maximum les spermatozoïdes de cet ovocyte. Et donc ils ont essayé de le déposer, un ou plusieurs spermatozoïdes, entre l'ovocyte et sa membrane. Donc c'est ce qu'on appelait la technique SUSY à l'époque, mais qui en fait marchait très très mal. Et en fait, un jour, un chercheur qui s'appelle Palermo aurait accidentellement transpercé en fait l'ovocyte lorsqu'il essayait justement de réaliser cette SUSY. Et donc en fait, il a déposé le spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte. Il a laissé en culture et en fait s'est rendu compte que ça a donné un embryon qui a continué à se développer et qui était potentiellement viable et pouvait potentiellement donner une grossesse. Et donc c'est ainsi qu'est né l'ICSI. Voilà. D'accord, d'accord, très bien. Voilà. Alors, tous ces progrès sont mis maintenant à la disposition en fait des parents qui en ont besoin. À quel endroit est-ce qu'il faut se rendre pour pouvoir bénéficier de ces accompagnements? Alors, pour réaliser l'AMP, en fait, il faut être un établissement clinico-biologique, hein, puisqu'il y a une partie clinique, gynécologue, éventuellement sage-femme, et une partie biologique, donc avec des biologistes et des techniciens techniciennes. Donc, il faut être un centre clinico-biologique qui est une autorisation en fait qui est délivrée par l'Agence régionale de la santé. Et donc, toute la liste des établissements qui sont autorisés à réaliser ces actes d'AMP est disponible soit sur le site, par exemple, Amélie, soit sur le site de l'Agence de la biomédecine. D'accord, très bien. Et est-ce que cette demande, en fait, d'un couple, demande d'AMP, peut être refusée? Et si oui, sur quels critères est-ce que ça peut être refusé? Alors, en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces techniques d'assistance médicale à la procréation et notamment les techniques de FIV, ça reste des choses qui sont risquées, qui ont des risques, puisque les traitements hormonaux, c'est quand même des énormes doses d'hormones qui sont données aux patientes, que la ponction pour récupérer les ovocytes, ça reste une opération, une chirurgie qui se fait dans un bloc opératoire. Donc, il y a des risques qui sont la plupart du temps maîtrisés, mais qui sont quand même existants et dont on informe chaque patiente qui va avoir justement cette ponction ovocytaire. Et lorsqu'on estime que les risques sont supérieurs aux bénéfices pour le couple ou la patiente, on peut refuser une prise en charge en assistance médicale à la procréation. Ça arrive rarement en première consultation.
parce que voilà, généralement on essaie toujours d'aider les personnes qui viennent nous voir en consultation, mais par contre ça peut se produire quand on a fait plusieurs FIV qui ont mené à des échecs, soit parce qu'on n'obtenait pas d'embryon, soit parce que on avait des transferts mais qu'on n'avait jamais de grossesse. Et dans ce cas-là, il est vrai qu'on pouvait refuser ou en tout cas stopper la prise en charge en assistance médicale à la procréation. Mais généralement, on peut orienter vers un autre centre pour demander un second avis parce que nous, on estime qu'on est arrivé au bout de tout ce qu'on pouvait faire et qu'on n'aura rien de mieux à faire et donc on préfère stopper la prise en charge à ce moment-là. D'accord, très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, les maternités sont de plus en plus tardives? Est-ce qu'il y a une limite justement pour faire une demande d'AMP? Alors, il n'y a pas d'âge, en tout cas pour l'instant, minimum pour recourir à l'AMP, à part la majorité qui est légale. Et pour les âges maximum pour réaliser de l'AMP, donc pour les femmes, il faut distinguer quand il y a une ponction ovocytaire ou pas. Donc pour une femme, pour avoir une ponction d'ovocyte, c'est jusqu'à son 43e anniversaire. Pour tout ce qui est insémination ou quand il y a des embryons congelés disponibles, on peut aller jusqu'au 45e anniversaire. Hop, je pense. D'accord. Je crois que ça a coupé. C'est bon. Voilà. Donc, 45e anniversaire en cas d'insémination ou de transfert embryonnaire. Et pour le conjoint qui ne porte pas la grossesse, là, la limite d'âge est fixée à 60 ans. D'accord, très bien. Donc, on prend aussi en considération l'âge de l'homme, en fait, hein, du couple. De l'homme ou de la femme De la dans femme. les cas de couple de femmes. D'accord. Pour celles qui ne portent pas la grossesse. Ah, c'est toujours celles qui ne portent pas, d'accord, ok. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, il y a la loi du 2 août 2021 a amené des changements. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces principaux changements, ces principales évolutions? Alors, il y a eu 3 mesures phares avec les révisions de la loi de bioéthique. La première et celle qui est la plus connue, c'est l'AMP pour toutes, donc l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation pour toutes les femmes, donc c'est-à-dire l'autorisation de prise en charge des couples de femmes et des femmes non mariées. Il y a également en deuxième mesure l'autorisation à réaliser une autoconservation sociétale, c'est-à-dire une congélation de gamètes, donc ovocytes ou spermatozoïdes, pour une raison non médicale. Donc c'est ouvert à toutes les femmes entre 29 et 37 ans et tous les hommes entre 29 et 44 ans qui le souhaitent, donc ils peuvent réaliser justement cette congélation de gamètes. Et la troisième mesure phare, c'est le droit d'accès aux origines qui stipule qu'un enfant issu du don a la possibilité à ses 18 ans de demander à connaître l'identité du donneur ou alors des données non identifiantes telles que son métier ou des caractéristiques physiques. Donc, ça maintient un don qui est anonyme puisque le couple receveur n'a pas accès aux données du donneur et le donneur, de la même manière, ne sait pas à qui va bénéficier son don. En revanche, c'est vraiment pour l'enfant issu du don la possibilité d'avoir des informations s'il le souhaite. Et ça ne modifie en aucun cas la filiation, hein, puisqu'il ne peut pas y avoir de filiation légale, même si l'enfant connaît l'identité de son donneur. D'accord. Alors pour ça, je vous invite à regarder les webinaires qu'on avait fait, que vous retrouverez justement sur notre page YouTube. Alors, c'est vrai qu'on se posait la question, on se demandait si cette modification de la loi allait vraiment augmenter les demandes, savoir comment allaient arriver les demandes de couples de femmes. Et on se demandait aussi au niveau des dons de gamètes, est-ce qu'il allait y avoir aussi une répercussion? Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, là, quelques mois après cette loi? Oui, là, on commence à avoir un petit peu de recul. Et ce qui s'est passé, c'est que les couples de femmes, voire les femmes non mariées, sachant que la loi allait être adoptée, commençaient déjà en fait à venir dans les centres d'AMP pour débuter, en tout cas faire les premiers bilans dans l'attente de pouvoir s'inscrire pour recevoir un don de sperme. Et ce qui s'est passé, c'est que la demande a vraiment explosé
depuis l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation à toutes les femmes. Et donc, par exemple, au CECOS de Nancy, il y a à peu près une soixantaine de dossiers qui étaient ouverts en une année pour des couples hétérosexuels. Et après l'ouverture de l'AMP à toutes les femmes, on a eu l'année 2021, c'est fini avec quasiment 200 demandes. Et après les mois qui ont suivi, les demandes n'ont fait qu'augmenter. Et c'est vrai que c'est ce qui est ressorti au niveau national, c'est que les demandes étaient bien plus importantes que ce qui avait été anticipé. Et donc, c'est vrai que ça crée donc, une augmentation des délais d'attente avant de recevoir un don. Donc, par exemple, pour un don de spermatozoïdes en France, en moyenne, il faut attendre 1 an. Et pour un don d'ovocytes, c'est 2 ans. Donc, c'est vrai que même si en 2021, on a eu un nombre record de dons donc de spermatozoïdes, on a eu quasiment 600 donneurs en France et quasiment 900 donneuses en France en 2021. On a des milliers de demandes et donc effectivement, ces dons sont encore trop faibles pour répondre à la demande, en tout cas y répondre le plus rapidement possible. D'accord. Donc, est-ce que vous avez une petite conclusion à nous faire sur ce sujet? Qu'est-ce que vous pourriez... Je souhaite insister donc du coup sur tout ce qui est don parce que c'est souvent méconnu. Quand il y a des campagnes d'information, c'est vrai qu'on a des pics de dons. C'est souvent en fait les gens ne donnent pas par méconnaissance. Donc si vous êtes un homme entre 18 et 45 ans ou une femme entre 18 et 37 ans, que vous êtes en bonne santé sans problème particulier, n'hésitez pas à consulter pour voir s'il vous est possible de réaliser un don. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Anne-Julie Faté et au plaisir de vous revoir bientôt avec nous. Au plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir.